Bon, comme il n'y a personne d'autre qui se joint pour l'instant, je pense que je vais commencer. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis bien content de vous accueillir pour un nouvel atelier du CRIR, donc s'intitule Outils et stratégies pour organiser son travail. C'est un bel atelier qui va être donné par Frédéric Messier pour une deuxième fois, mais avec des mises à jour quand même, c'est important à mentionner, et qui va être donné par Frédéric Messier, qui est titulaire d'une maîtrise en travail social et qui est APPR et coordinateur de recherche clinique au CRIR, plus précisément à l'IURDPM, au pavillon Gingras et aussi du centre-sud de l'île de Montréal. So for everyone, welcome for being here. So to this workshop about tools and strategies to organize your work. This will be a beautiful workshop that will be given by Frédéric Messier for a second time, but with updates, of course. And if you have any questions, feel free to put it in the chat. So Frédéric wants to answer the questions at the end of the workshop. Unless it's more about the comprehension, maybe something wasn't clear enough, you'll need clarification, feel free to put it in the chat, and I'll stop Frédéric just to clarify some points. Donc, pour tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de discussion et on y répondra à la fin de l'atelier. Et si jamais c'est des questions plus de compréhension générale, ça, mettez-le encore une fois dans le chat et j'essaierai d'arrêter Frédéric peut-être pour clarifier un point ou deux. Perfect. Alors, Frédéric, je te laisse commencer. Si je peux peut-être juste vous ajouter quelque chose avant que tu commences, Frédéric. On vous encourage tous et toutes à activer vos caméras, même si vous êtes en chemin, en train de manger. On sait que c'est le temps de midi, mais ce sera plus fun pour nous de vous voir. Moi-même, je suis en train de préparer mon lunch en vous écoutant, mais au moins, on est ensemble. Puis Frédéric voit un petit peu vos visages. So everyone, don't hesitate to turn on your video and your camera. It will be nicer for Frédéric, even if you are on your lunch or everywhere. It's okay, but we will be together. So have a nice workshop. Thank you, Charlotte. C'est bon. C'est super gentil. Merci beaucoup, Jeff. Merci, Charlotte. Merci au comité étudiant pour l'invitation, au comité étudiant du CRIR, notre centre de recherche. Alors, bonjour. Je m'appelle Frédéric Messier. Je suis effectivement, comme l'a dit Jeff, coordonnateur de recherche clinique ici à l'IURDPM. Je suis situé, mon bureau est situé au pavillon Gingras. On n'a pas eu l'occasion, le plaisir de se côtoyer en raison de la pandémie, là, mais ça me fait très, très plaisir d'être invité de nouveau pour partager des trucs et astuces avec vous. Je vais commencer, j'aime ça commencer par la fin, ou en tout cas par un certain nombre de bémols. Je n'ai pas la prétention d'être un gourou de l'organisation. Je ne suis pas le premier à avoir des trucs et des stratégies. Je ne serai pas le dernier. Je ne suis pas le meilleur, ni j'espère le moins bon. J'ai des idées, des stratégies, des trucs, puis surtout, j'aime ça en parler. C'est mon petit côté geek et c'est un peu le début de mon pedigree. Parce que, pourquoi c'est moi qui donne cet atelier-là, mais je suis connu comme quelqu'un d'organisé. Mes amis, certains collègues, mais surtout mes amis se moquent parfois de moi. Puis c'est correct que je le prends bien. Mais quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec des étudiants à un moment donné, et puis quelqu'un quelque part a dit « Hey, ce serait le fun de partager ça en groupe plus grand. » Puis ça m'a donné, il y a 2 ans, l'occasion d'organiser mes idées et puis de transmettre là, un peu d'expérience, payer au suivant, comme j'ai appris. Puis, j'espère aussi d'apprendre quelque chose en retour parce que je vais essayer de faire fitter ma présentation en 1 heure de sorte qu'on pourra échanger sur à la fois ce que vous en retenez, sur les défis qui sont les vôtres actuellement et puis avec lesquels j'aimerais bien me familiariser. Et puis voir si vous avez des stratégies complémentaires parce que, bien sûr, je ne sais pas tout, je suis toujours intéressé à apprendre. Alors, allons-y. Le comité étudiant, au départ, m'avait approché pour parler de ça en début de session. Puis, incidemment, je crois qu'on avait pensé offrir ce séminaire à l'hiver. Puis, finalement, on l'a repoussé. Le point de vue de la présentation en est un de début de session. Je réalise qu'on est en fin de session, mais il y en aura d'autres. Alors, faisons un petit effort d'imagination pour dire, écoute, on abordera les prochains défis avec ces outils-là.
Par ailleurs, une autre motivation que j'avais, c'est que je ne peux pas m'empêcher de faire un lien. Il y a un article qui a croisé mon champ de vision, un article de 2010 qui montrait que 58% des étudiantes et étudiants vivaient de la détresse psychologique. Et puis, 20% montraient des symptômes dépressifs à un niveau où ils devraient recevoir du soutien et des soins. Les chiffres récents de 2021, donc pendant la pandémie, suggèrent que la détresse psychologique affectait 80% des étudiants. Donc, je comprends que sous le besoin ou sous le questionnement de dire comment on peut faire pour gérer notre temps, gérer nos priorités, faire cette conciliation travail-vie personnelle, il y a de réels enjeux là, de pression subis et vécus par des étudiantes et étudiants et qui méritent qu'on prenne le temps de s'y arrêter et puis d'en discuter et de voir là, comment, avec quel concept, avec quel cadre et comment aborder ces questions de conciliation-là dans l'idée d'améliorer notre bien-être psychologique au mieux, puis l'entretien, si j'ose dire, de notre santé mentale. Fait que ça m'a... Bon, ces informations-là m'ont amené à vouloir aborder la question de la productivité avec un pas de recul. Parce que quand on parle d'outils, de stratégies pour organiser son temps, on part parfois avec l'idée de dire comment je peux faire pour en cramer plus dans le temps que j'ai. J'ai tellement d'obligations. C'est peut-être pas la stratégie optimale, ou en tout cas, il y a peut-être lieu de recadrer ça un peu afin d'avoir des attentes équilibrées à l'égard de soi-même et des autres. Donc, j'ai choisi, avant même d'aborder les outils, d'aborder cette question-là d'outils et stratégies en partant de notions de conciliation, travail vie personnel, ce qui est un bel add-on. L'autre raison pour laquelle j'étais à l'aise de donner cette formation-là, c'est que, ou cet atelier-là, c'est que dans ma carrière d'assistant de recherche, d'étudiant, d'assistant de recherche, de professionnel de recherche, un de mes premiers mandats, ça donne avoir été avec une professeure chercheuse en psychologie qui travaillait sur la conciliation travail-vie personnelle. Alors, un de mes premiers boulots, ça a été de trouver, de recruter une centaine de couples, c'était des couples, en situation qu'on dit de la génération sandwich, donc qui prenaient soin à la fois d'un parent âgé en perte d'autonomie et qui avait des enfants de moins de 18 ans à la maison. Puis le contact avec ces gens-là, puis l'analyse du contenu aussi a été très riche, puis j'en ai profité, donc je peux vous en faire profiter. On y viendra en milieu de rencontre. Allons-y! Pourquoi moi? Alors, en très bref, je l'ai dit tantôt, là, je suis connu comme quelqu'un d'organisé. J'ai fait des randonnées pédestres, j'ai organisé des expéditions de kayak, c'est mon genre. Il y a une vingtaine d'années, en 2001, j'ai commencé à travailler à la maison, faire du télétravail avant que ça soit à la mode, pour devenir éventuellement assistant de recherche à Montréal pour une équipe ou des équipes qui étaient situées à Chicoutimi. J'ai fait ma maîtrise en travail social avec justement des chercheurs de Chicoutimi, du CAC. En 2 ans, 3 mois, on connaît ça vite fait, bien fait, avec un petit peu de travail clinique. J'ai travaillé en clinique, je travaillais comme travailleur social 1 an ou 2 par après, avant de bifurquer vraiment vers la recherche au détour de hasard et d'accidents de la vie. J'ai eu tranche de vie, j'ai eu un bébé en 2008. Je suis devenu proche aidant la même année. Puis là, professionnel de recherche m'a permis de concilier différents rôles de vie. Puis au fil des ans, j'ai fini par travailler au CRIR avec au moins 6 chercheurs qui étaient chercheurs principaux sur une trentaine de projets de recherche, souvent 3-4 en même temps. Puis j'ai été embauché au CIUS en 2017. Alors, j'amène ces éléments personnels-là. Ceux-là, il y en aura quelques autres, là, pas tant pour oversharing en bon français ou être malaisant, mais simplement pour illustrer un point très important qui est qu'on n'est pas organisé dans le vide. Il y a la vie autour de nous. Et puis, notre travail s'inscrit, bien sûr, là, dans le reste de notre contexte de vie. J'aime ça commencer vers la fin, moi. Alors, si vous avez très peu de temps, vous pouvez porter attention à cette diapo qui contient l'essentiel de la présentation d'aujourd'hui. Puis, le public ou les auditoires sont souvent plus réceptifs au début qu'à la fin d'une présentation. Donc, je vous propose de prendre ce fameux pas de recul et d'envisager la gestion du temps, de la productivité et des outils de manière progressive. Avant même d'y arriver, ça commence par comment on peut être bien organisé, ça commence par une bonne hygiène de vie. On veut se poser la question de savoir, est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je bouge assez? Est-ce que je gère de façon active, proactive ma santé mentale? Si ces conditions-là sont réunies, on va avoir l'énergie pour, on aura notre bassin d'énergie optimal disponible pour aller faire nos tâches et gérer notre vie. Si
c'est un work in progress, ça dure toute la vie, mais c'est des choses de base qui méritent toujours notre attention. Je ne vous apprends rien. Là-dessus, on va passer rapidement sur ces questions-là, parce que ce n'est pas du neuf pour aucun d'entre vous, je crois. On peut ajouter une couche de connaissance de soi, notamment en prenant conscience de nos moments de productivité. Il y a des gens qui sont matinaux, il y a des gens qui sont noctambules, puis c'est important de le savoir. Puis il est important de connaître aussi nos différents rôles de vie. Je vous présenterai un modèle qui permet d'envisager la conciliation travail-vie personnelle, ou en tout cas de structurer la façon dont on le regarde sur un plan personnel. Un coup qu'on aura regardé tout ça, on veut gérer nos attentes. Donc, il y a une couche de gestion des attentes, parce que vos outils ne vous seront d'aucune utilité si vos attentes à l'égard de vous-même ne sont pas alignées à la réalité de ce que vous pouvez donner. Puis quand on aura parlé d'hygiène de vie, de rôle de vie, et qu'on saura à quoi ressemblent des attentes réalistes, là, on parlera d'outils. Okay? Alors, partons en voiture. Il y aura 3 parties dans la présentation, donc la préparation, la gestion des attentes et l'organisation du travail. Première partie, la préparation, parce qu'il faut préparer notre bateau en prévision d'une saison occupée. J'ai eu bien du fun à trouver mes images. Sont toutes libres de droit et bien référencées. Alors, voilà, pas de souci. Voyons, j'étais ici. Hygiène de vie et santé mentale. On ne passera pas trop de temps ici parce que c'est élémentaire, je crois, mais je vous ai mis. By the way, je partagerai ou le PowerPoint sera partagé avec vous sous forme de PDF. Les hyperliens que vous y trouvez sont fonctionnels. Je les ai vérifiés récemment et donc vous pourriez y accéder après la fin de la présentation, sans difficulté. Donc, avant de parler de stratégie pour organiser son travail, comme je le disais, on veut se poser la question, est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on bouge assez? Est-ce qu'on est proactif dans la gestion de notre santé mentale? La maxime qui traverse toute cette présentation, c'est « connais-toi toi-même ». Ma réalité n'est pas celle de mon voisin, de ma voisine, de mes collègues ou la vôtre. C'est correct. Je vous invite à voir si vous respectez les principes d'une bonne hygiène du sommeil. Il y a une page ici de l'Ordre des inhalothérapeutes. Puis I included an English link to an English page, English Canadian resource somewhere on the English version of the PowerPoint. Respectez-vous les recommandations du Guide alimentaire canadien? J'attire votre attention sur la consommation de glucides et de protéines. J'ai fait il y a quelques années, tranche de vie, un bilan nutritionnel pendant une semaine ou 2. J'ai tout logué ce que je consommais, ce que je mangeais. Puis je me suis aperçu que mon alimentation était déséquilibrée. Je manquais de protéines et c'est pour ça que je manquais beaucoup d'énergie en fin de journée. Puis quand j'ai corrigé ça, puis je me suis mis à manger des plus gros déjeuners, encore une fois, ça c'est moi, pas nécessairement vous, mais ça a vraiment fait une différence dramatique dans mon niveau d'énergie après 15 heures. Puis là, tout d'un coup, j'étais capable de finir mes journées, rentrer chez moi, puis j'avais du jus pour ma vie familiale. Alors, l'alimentation, c'est pas banal, c'est vraiment la base. Est-ce que vous respectez les recommandations en matière d'activité physique? Réadaptation, ce n'est pas un secret. Puis, êtes-vous proactif dans la gestion de votre bien-être et de votre santé mentale? Spécifiquement, connaissez-vous ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous en prend? Connaissez-vous ce qui vous stresse et ce qui vous détend? Et est-ce que vous allez intentionnellement chercher du répit là où vous le pouvez? Parce que le répit fait partie de l'entraînement, bien sûr. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de cramer des semaines de 7 jours de travail. Notre cerveau et notre niveau d'énergie vont nous lâcher avant qu'on y arrive. Là-dessus, quelques suggestions. Je suis un gros fan du journal, puis de la prise de notes et dans le cadre du « connais-toi toi-même ». Du même souffle, je ne crois pas qu'il est opportun, jugez-en par vous-même, mais je ne crois pas qu'il est opportun de tenir un journal en permanence. Quand on a noté dans un journal 1 semaine ou 2 d'habitude, peut-être à différentes saisons, parce que l'été, ce n'est pas comme l'hiver, ben, on a déjà d'assez bons indices sur notre fonctionnement et nos défis. Le journal est votre ami, dans le cadre du connais-toi toi-même. Puis, il y aura une diapo synthèse de toutes ces idées-là de journal là, à la fin, encore une fois. Donc, un exercice, c'est de tenir un journal de bien-être pendant 2 semaines. Notez ce qui fonctionne bien pour vous.
vos petites victoires, quand vous avez des bonnes journées, puis que vous vous sentez bien, puis que vous dites « Aujourd'hui, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. » Mon niveau de productivité me satisfait. Et puis, les journées où vous vivez de petits reculs, où ce n'était pas tout à fait ça, puis essayez de trouver des patterns. Un journal, une couple de semaines comme ça, peut faire des miracles. Pour ce qui fonctionne moins bien, autre suggestion, c'est de faire une liste classique et d'ordonner cette liste de défis par ordre de défis prioritaires et de viser, bien sûr, des changements incrémentaux. On ne peut pas tout changer d'un coup, son alimentation, son sommeil, son activité physique. Alors, l'ajustement du mode de vie est l'œuvre d'une vie. Je n'ai jamais arrêté, je ne suis pas rendu. Mon Dieu, que je ne suis pas toujours un exemple pour la jeunesse, mais écoute, d'une année à l'autre, je vois des changements dans mon mode de vie simplement parce que je continue d'essayer avec certains outils dont on parlera. Ensuite, il y a aussi des applis pour nous aider à changer les habitudes qu'on veut changer. Pour tenir le fil des habitudes à acquérir ou en développer de nouvelles, une appli que j'ai déjà utilisée qui s'appelle Habitbull. Habitbull, c'est gratuit. Ça permet d'inscrire, c'est une question ouverte. Là. On dit, quelle habitude veux-tu développer? Mettons, je veux faire de la musculation, en fait, de l'entraînement, du conditionnement physique 2 fois semaine, ce qui est un objectif réaliste pour moi. Bien, je vais le mettre là. Puis les jours où tu le fais, tu t'en vas le cocher. Puis l'appli tient compte de la séquence de victoires que tu es allé chercher. Alors, c'est une façon de tenir le compte de nos réussites. Je m'en suis servi pour le conditionnement physique avec plus ou moins de succès, mais après 2-3 tentatives, là, je suis en train d'y arriver cette année. Qu'est-ce qu'on avait? Pour faire un bilan nutritionnel complet, l'exercice auquel je faisais référence tout à l'heure, j'ai logué ou j'ai inscrit toutes les quantités, toute la bouffe que j'ai mangée, toute la quantité de nourriture que je mangeais. Il y a une application qui s'appelle Chronometer. En fait, ce n'est pas une application, c'est un site web. Et Chronometer contient l'information nutritionnelle. Donc, ce qu'on trouve sur l'étiquette d'information nutritionnelle sur une peigne de lait ou une boîte de lait de soya ou une boîte de céréales, contient l'information nutritionnelle pour des milliers de produits. Donc, si vous buvez du lait de soya Natura sans sucre, la fiche est probablement dedans, ou sinon, vous pouvez l'inscrire. Ça aide à calculer, donc, sur une semaine ou 2, si on a pas mal tous les nutriments qu'on est supposé avoir, puis qu'on est dans les barèmes de glucides, protéines et gras qu'on est supposé avoir, puis on mange du bon gros. Je l'ai fait 2-3 fois sur une décennie. C'est quand même assez fastidieux à faire, donc je ne recommande pas de faire ça très longtemps ou très souvent, mais ça peut être extrêmement instructif. Puis pour noter du qualitatif, donc faire un suivi de notre humeur, de notre énergie, il y a toujours un bon vieux journal en papier où il y a une habitude de... Ça, c'était dessus. Il y a des applications qui permettent de faire un suivi de l'humeur. Simplement, je recommande moins de faire un suivi de l'humeur, dire est-ce que je me sens triste ou joyeux ou un peu toutes les couleurs, parce que les émotions, il y en a beaucoup et c'est un peu compliqué de s'y retrouver si on prend la roue des émotions complètes. Dans le cadre d'une démarche pour améliorer pour développer des outils et stratégies pour gérer son travail, je privilégierais un suivi de notre niveau d'énergie. Quand ai-je de l'énergie? Quand en ai-je moins? Quand n'en ai-je plus? Un journal peut être utile pour ça. Et si ça ne va vraiment pas, et si vous vivez des symptômes de détresse importants, ou vous vous sentez dépassé par les événements, ou vous souffrez d'attaques de panique et autres vraiment désagréments très vifs de santé mentale, il y a toujours le psy. Il ne faut pas être gêné d'aller consulter. Ça fait un bien énorme. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait. Je ne saurais que le recommander. Les professionnels de la santé mentale sont là pour nous aider à recadrer les choses et nous outiller, composer avec les stress et vicissitudes de la vie. Ensuite, même si on adopte d'excellentes habitudes de vie et d'hygiène de vie, il y a encore, c'est une bonne idée que de se préoccuper de gestion de l'énergie et de la concentration. Puis ici, nous sommes tous et toutes différents. J'ai trouvé sur les ressources ou dans les ressources de l'UQAM un PowerPoint qui s'appelle «
avoir ou ne pas avoir un TDAH. Il y avait, il y a 2 ans, un PowerPoint sur la gestion de l'énergie que je trouvais un peu meilleur, mais celui sur avoir ou ne pas avoir de TDAH peut vous être utile, même si vous n'avez pas de TDAH, au sens où l'attention et la concentration sont des ressources finies. Et ça, c'est utile de savoir ce qui peut affecter notre attention, notre capacité de concentration. Quand on parle de gestion de l'attention, l'attention est quelque chose dont on dispose pendant toute la période de temps pendant laquelle on est réveillé. La concentration est une ressource plus rare sur laquelle on va s'appuyer pour faire des tâches plus difficiles, comme la lecture, la rédaction de thèse. La concentration sera affectée par, bien sûr, des facteurs physiques. Si on a faim, si on est déshydraté, si on a mal dormi, il se peut qu'on ait moins d'attention et moins de concentration. Un TDAH... merci. Un TDAH peut bien sûr interférer avec votre capacité d'attention et votre capacité de concentration. Je vous invite à consulter le PowerPoint si, ne serait-ce que pour se poser la question, dire, moi j'ai autour de moi 2 ou 3 personnes qui ont été diagnostiquées d'un TDAH à l'âge adulte et ils me rapportent que ça a fait une différence dramatique dans leur qualité de vie le jour où ils ont compris pourquoi leur attention vagabondait comme elle le faisait, et puis le jour où ils ont été médicamentés comme il faut pour ce type de choses-là. Donc, c'est une bonne conversation à avoir avec un psy, un neuropsy ou un médecin. Je porte ça à votre attention. La concentration est aussi affectée par le stress et les préoccupations. Si vous êtes chicané avec quelqu'un de votre entourage la veille, c'est sûr que ça lit moins bien. Les caractéristiques de la tâche. Il y a des articles scientifiques moins intéressants que d'autres. Il y a du matériel plus dense qui nécessite et puis qui est plus aride, mais qu'il faut lire quand même. Et puis, il y a des facteurs externes qui peuvent affecter votre capacité de concentration, là, comme le bruit dans un café, par exemple, ou la chaleur quand il fait très chaud. Donc, le point, c'est qu'il est important d'apprendre à se connaître en lien avec la tâche. Puis là, je vais venir aux tâches, mais il est important de savoir quand sont de bons moments pour lire. Est-ce que j'aime lire? C'est une question bête, mais quand on est aux études, ça se peut qu'on n'aime pas particulièrement lire et donc il va falloir créer une stratégie pour dire, oui, bon, cette tâche qui ne me plaît pas, comment vais-je l'aborder? Puis ceci permet de connaître nos périodes de productivité de bonne qualité. Parce que, où étais-je? Dans le temps de travail, il y a un temps pour la réflexion et la rédaction. La coordination, donc tous les courriels qui rentrent et auxquels on doit répondre et avec lesquels on doit planifier des rencontres, des visites de bureau, des réservations, tout ça, c'est de la coordination, c'est du temps, c'est de l'attention. Dans le temps de travail, il y a du temps de rencontre. On doit s'asseoir les uns avec les autres pour échanger, pour se comprendre et puis pour faire avancer nos dossiers ou nos projets. Et puis, dans le temps de travail, il y a aussi du temps pour les tâches routinières, payer les factures, remplir notre feuille de temps, facturer notre employeur ou notre chercheur s'il y a lieu, faire rembourser les comptes de dépenses, ce genre de choses. Alors, j'attire votre attention. Donc, la suggestion, essentiellement, c'est de faire un journal pendant 2 semaines, de reprendre une fois par saison, peut-être. Été, hiver, 2 fois par année, 3, 4. Les saisons n'ont pas nécessairement 3 mois. Je porte à votre attention le fait que juillet, août, c'est un moment, mais ça se peut que de septembre à novembre ou septembre à avril, vous soyez sur le même beat. Faites ce qui a du sens pour vous. Et puis, la clé, bien sûr, c'est que c'est la moyenne qui compte. Dans notre façon de répertorier nos succès et nos insuccès, nos bons coups et nos défis. Puis dans notre façon d'essayer de gérer notre énergie et notre temps de façon optimale, je vous dirais d'expérience personnelle, ce n'est pas scientifique, mais si vous y arrivez 60 à 66 % du temps à faire ce que vous aviez prévu de faire, c'est une victoire phénoménale. Moi, c'est personnellement mon barème de succès. C'est jamais 100 %. C'est jamais 100 %. Alors, deuxième partie, gestion des attentes. Allons vers le thème de la conciliation travail-vie personnelle. Ici, je veux vous parler de quelqu'un d'intéressant, de quelque chose d'intéressant.
je vais vous parler de super. Je vais vous parler d'arc-en-ciel. Pourquoi? Je vous présente Donald E. Super, le scientifique, un psychologue américain qui n'est hélas plus parmi nous. J'ai mis un hyperlien si vous voulez aller lire sa biographie. Puis ça ne s'invente pas, ce monsieur-là, il a inventé le supermodel. Le supermodel, c'est l'arc-en-ciel de super, le Life Career Rainbow. Qui, en tout cas, un des concepts scientifiques les plus amusants que j'ai eu le bonheur de croiser. Comment on dit ça? C'est un modèle que j'ai rencontré dans le cadre des travaux de recherche ou des travaux scientifiques en lien avec la conciliation travail-famille. On a utilisé le modèle de Super pour analyser du matériel qualitatif, mais moi, ça m'est resté. Puis je trouve que c'est tellement une bonne chose à connaître dans la vie. Parce que Super, c'est dit, dans notre vie, si on veut conceptualiser notre investissement dans différentes tâches de vie, on peut le faire en termes de rôle de vie. Pour Super, au fil à mesure qu'on se développe dans la vie, qu'on atteint différents stades, qu'on est un enfant, un adolescent, un jeune adulte, une personne âgée, on va simultanément habiter ou investir plusieurs rôles de vie. Parlons de la vie adulte. Pour Super, les rôles s'accumulent et on ne s'en rend pas nécessairement compte. Le concept de rôle de vie fait référence aux différentes activités et exigences de la vie des individus. Puis, je vais consulter des gens pour le développer. Moi, j'ai perdu le début de mon idée ici. J'ai dit qu'on était investi, oui, dans différents rôles de vie. En tant qu'adulte, si on prend le modèle strictement de Super, on est investi dans 5 ou 6 rôles de vie. Pour lui, on est le fils ou la fille de quelqu'un. On est peut-être le conjoint ou la conjointe de quelqu'un en même temps. On est peut-être le parent de quelqu'un si on a des enfants. On est assurément l'ami de quelqu'un. On est un travailleur, une travailleuse. Ce à quoi on peut mettre aussi étudiant, puisque quand on est aux études, ben, les études sont notre travail, notre occupation principale. On peut être un acteur communautaire et civique. On peut être un acteur de loisirs. On peut être un acteur domestique. Il y en a un dernier que je me garde pour tantôt. Ce qui signifie que quand on se lève le matin, bonjour, n'importe quel jour de la semaine, nous participerons, nous serons engagés dans plusieurs de ces rôles-là. Quand on se lève, qu'on déjeune, on prend soin de soi, hein, on se nourrit, puis on se donne de l'énergie pour la journée. On part, on va travailler ou on va aux études, nous sommes un travailleur, une travailleuse. On revient, peut-être qu'on est un parent, peut-être qu'on est le fils, la fille de nos parents, peut-être qu'on est un conjoint, une conjointe ou un ami. Et puis, de temps en temps, ben, on fera peut-être du bénévolat, nous serons engagés envers notre communauté. De temps en temps, nous serons des acteurs de la vie civique, nous irons voter ou nous nous engagerons dans une activité politique quelconque. De temps en temps, nous participerons à des activités de loisirs. Nous irons au cinéma, voir des spectacles, jouer au quai avec nos amis. Et de temps en temps, nous ferons le ménage de l'appartement et nous participerons à des tâches domestiques. Ces choses-là coexistent. Et puis, bon, pour Super, il y en avait 5 ou 6. Là, on voit parent, homemaker, spouse, worker, citizen, leisureite, là, il y a student, child. Là, bon, ces rôles-là, ils ne durent pas toute la vie. On n'est pas étudiant nécessairement à l'école toute la vie. Et puis, il y a 168 heures par semaine. Le point ici, c'est que le travail scolaire doit être inséré dans autre chose. Ce n'est pas juste travail et vie personnelle. Ce n'est pas juste travail et repos. Ce rôle d'étudiant existe en conjonction et parfois en compétition avec les autres rôles. Donc, afin d'arriver à gérer notre équilibre, c'est important de prendre tous nos rôles en considération. Donc, en fait, votre temps de travail est à concilier avec plusieurs autres rôles. C'est le point que je voulais porter à votre attention. Exercice. Ah oui, OK. Les rôles de vie à partir de Super List. D'après Super, bon, il y avait les 7 premiers. Personnellement, j'en rajoute 2 autres parce que Super, il ne note pas qu'on est l'ami de quelqu'un. Super, il ne note pas non plus qu'on a une relation à soi. Donc, exemple
bête, mais si on va chez le dentiste, on n'est pas en train de réaliser un rôle civique ou communautaire, on est en train de prendre soin de nos dents. Et si on va chez le médecin ou chez le psychologue, incidemment, on est en train de prendre soin de soi. Même chose lorsqu'on fait de l'activité physique pour le plaisir, si on va courir seul, par exemple. Alors, ça commence à faire beaucoup de rôles en compétition dans une journée donnée. Exercice. Avez-vous déjà calculé les heures ou le pourcentage de temps que vous passez dans vos différents rôles? L'importance relative de ces rôles-là pour vous. Si vous avez un jeune enfant, il est possible que ce jeune enfant vous mange beaucoup de temps et limite le temps que vous avez à consacrer aux études. Bon. Question corollaire à celle-là. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quelle est votre motivation lorsque vous vous levez le matin? Un exercice plus avancé, je parlais de journal tantôt, mais c'est de faire un bilan saisonnier. Je l'ai déjà fait, j'ai arrêté de le faire, mais je l'ai fait quelques années de temps dans le temps des fêtes. Je prenais, comme le blogueur dont je vais parler, là, je prenais du temps dans le temps des fêtes, pendant qu'on était en vacances, pour faire une espèce de bilan sur chacun des rôles de vie. parce que je suis moi. Faire un bilan saisonnier, il y a une recette tirée d'un blog qui s'appelle The Art of Non-Conformity. Le blog est en anglais, mais l'auteur Chris Guilbeault, c'est un gars non conventionnel qui a des projets un petit peu champ gauche, comme visiter tous les pays du monde, ce qu'il a fait. Puis lui, il suggère de faire un bilan annuel vraiment très simple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Qu'est-ce que je veux essayer de changer pour l'année prochaine? Tu sais, c'est 2-3 questions relativement simples. Ma proposition, c'est de dire, si vous êtes pour faire un bilan annuel, c'est pas une mauvaise idée que de prendre le modèle de Super des rôles de vie pour dire, comme conjoint, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été cette année, quelle direction je me donne pour l'année à venir. Comme parent, comme étudiant, comme acteur communautaire, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, quelle direction je veux me donner pour l'année qui vient, est-ce que je veux en faire plus, est-ce que je veux en faire moins. Comment vais-je rééquilibrer mes rôles de vie, prioriser ces choses-là. J'en parle comme d'un exercice avancé parce que ça demande quand même de s'asseoir et d'avoir un certain recul sur ce qu'on fait déjà. Donc, il faut avoir fait certains bilans en cours de route. Il faut avoir noté ce qu'on fait pendant quelques semaines ou quelques mois, afin d'avoir le recul nécessaire et de dire, OK, quel rôle je priorise? Est-ce qu'il y a des rôles que j'ai trop priorisés cette année que je devrais désinvestir légèrement et au profit de d'autres choses qui sont plus importantes pour moi? Si on veut pousser cette réflexion-là sur les rôles de vie, on peut aller relativement loin. Donc, une auto-réflexion est nécessaire, puis un temps de recul. Ça peut être une bonne idée d'être en nature ou loin des distractions usuelles. Je passe là-dessus. Pour mieux s'organiser devant les défis, il faut maintenant travailler la gestion des possibles et des attentes. Maintenant qu'on connaît notre hygiène de vie, maintenant qu'on connaît nos rythmes personnels, maintenant qu'on sait quand est-ce qu'on a de l'énergie, quand est-ce qu'on en a moins, maintenant qu'on a une idée de la quantité de concentration ou de temps de qualité qu'on a par semaine, ou par mois, mais par semaine, maintenant qu'on est conscient des rôles de vie dans lesquels on est investi et qui sont en compétition les uns avec les autres, si on regarde d'où on arrive, ça peut nous aider à planifier ce qu'on peut espérer faire durant une semaine, un mois ou une saison donnée. J'ai bien aimé faire cette diapo-là. Elle parle de soi. Alors, il y a 3 cercles concentriques dans votre vie comme dans la mienne, j'en suis sûr. Il y a ce qu'on est obligé de faire en noir. Il y a nos ressources. Et il y a ce catalogue ahurissant de choses qu'on souhaiterait faire, y compris tous nos systèmes de bucket list et ce qu'on a l'impression qui remplit notre agenda et qui ne finit jamais et qu'on peut vivre 2 vies puis on n'en verra pas la fin. Alors, il faut une stratégie pour gérer ce grand espace violet qui mange notre vie. À partir de là, une stratégie pour organiser notre travail, si on fait une liste de tout ce qu'on veut faire à travers l'ensemble de nos rôles de vie et qu'on confronte cette liste de souhaits aux choses qu'on est obligé de faire et aux ressources dont on dispose, bien, j'ai des petites nouvelles pour vous, c'est plat, mais on ne peut pas tout faire. Alors, avant même de gérer notre temps,
c'est nos attentes qu'on doit gérer. C'est le point de la diapo ici. Ce qu'on pourra accomplir durant la prochaine saison, le prochain mois, la prochaine semaine, la journée d'aujourd'hui, il va falloir exclure. Ça suppose qu'on choisisse et qu'on exclue des choses qu'on ne fait pas. Qu'est-ce que j'ai qu'on choisisse qu'on exclut? Ouais, il faut faire la différence entre les choses qui sont importantes. C'est important, je pense que je peux le faire. Ou je ne suis pas sûr, ou c'est sûr que non. Ça suppose de dire non. Dans l'idée du bilan annuel et du journal, je vous encourage vraiment à documenter vos succès. C'est important de noter les bons coups et d'y revenir après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au quotidien, on ne s'en rend pas toujours compte, mais quand on fait le bilan de ce qu'on fait sur une saison, par exemple, ou un an, c'est ahurissant tout ce qu'on fait, tout ce qu'on arrive à faire et dont on perd un peu la trace là, dans le brouhaha du quotidien. Donc, je vous encourage à documenter vos succès et vos erreurs. Cet équilibre est l'œuvre d'une vie. C'est en flux constant. Je rappelle que le meilleur système n'est pas le mien ou celui du voisin, c'est le système qui fonctionne pour vous. Donc, c'est pas obligé d'être compliqué. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en permanence de façon extra détaillée, mais c'est une bonne idée de garder la trace de ce qu'on fait, ce qu'on arrive à faire. Partie 3, organiser son travail, ce qui signifie donc organiser son attention et ses tâches. Je rappelle que dans le temps de travail, donc là, on y vient. C'est stratégie et outils pour organiser son travail. Donc, dans votre semaine de travail, là, on est aux études, on est au travail, puis on a des choses à faire. Donc, il faut prévoir de l'attention pour la réflexion et la rédaction. Donc, les tâches de deep thinking qui nécessitent vraiment une bonne partie du meilleur de nous-mêmes, de notre attention. On a besoin de temps pour la coordination et les courriels. On a besoin de temps pour des rencontres, pour rencontrer les gens, puis on a besoin de temps pour les tâches routinières. Okay? Donc, d'emblée, on a tous besoin de bloquer du temps pour ce qui demande la concentration. Il faut céduler ça, fermer la porte, se débrancher les distractions et prendre le temps de le faire. Puis, clairement, cela ne sera pas 35 heures semaine, cela sera un petit bloc du 35 heures dans lequel on va essayer de consacrer une attention de qualité aux tâches qui sont vraiment très importantes. Je ne peux pas vous dire, je vais revenir d'un, pardon. Je ne peux pas vous dire des plages de quelle longueur vous pourrez consacrer aux tâches de concentration, ni à quelle fréquence. À chacun son rythme. Ce qui est impératif, c'est de les planifier au milieu du reste. Sinon, il est difficile d'improviser un temps de bonne concentration. Ce qui est important aussi, c'est de le connecter aux objectifs plus macro qu'on a, donc aux objectifs de vie, aux objectifs qu'on s'est fixés pour cette saison, qui sont liés à nos valeurs, à ce qui est important pour nous. Tout ça permet de trouver à la fois le temps et la motivation pour mettre l'effort de qualité que nécessitent ces tâches-là plus difficiles. En rafale, donc, voici une série d'outils que moi j'utilise pour gérer ma vie de travail, ma vie personnelle. Je vais ensuite revenir avec des petites stratégies de gestion du temps et de l'attention. Si on y va, là, je n'ai pas de diapo pour ça, mais moi, j'ai 2 boîtes de courriel. Une pour le travail, une pour la vie personnelle, avec des dossiers d'archivage. Donc, mes courriels de job, ils arrivent à la job et quand je rentre chez moi, je ne les regarde plus. Ils sont distincts. Si j'étais étudiant, je ne l'ai pas fait pendant mes études et si j'étais étudiant aujourd'hui, je ferais la même chose. J'aurais une boîte de courriel pour mes courriels de travail et d'études et une courriel pour les amis, la famille, les loisirs, tout le reste. De manière à pouvoir bien faire ce clivage-là entre le travail et la vie personnelle, le reste de la vie. Personnellement, j'ai 2 systèmes de gestion de tâches. Donc, mes to-do, ma liste de choses à faire, j'en ai une au travail, j'en ai une à la maison. J'ai aussi des gestionnaires de tâches différents. Donc, au travail, j'utilise Trello, on y viendra. À la maison, j'ai un journal, un gestionnaire de tâches en papier. Moi, je tiens un bullet journal vraiment, vraiment rudimentaire. Calendrier, j'ai un seul calendrier, mais avec plusieurs couches. Pour les activités personnelles, les rendez-vous médicaux et autre chose. Le travail, puis comme moi j'ai un fils de 14 ans, donc j'ai un calendrier partagé avec mon fils de 14 ans maintenant. Puis je ne suis pas rendu à en avoir un avec ma blonde, mais ça risque de se produire à un moment donné, parce que des fois nos horaires sont compliqués et nous n'habitons pas ensemble. Donc il faut coordonner des choses à un moment donné. Donc, les outils. C'est une photo de mon propre bullet journal.
Si vous ne connaissez pas le système, il y a un hyperlien ici. Bullet Journal, c'est une façon vraiment systématique de capter l'ensemble des tâches et des choses qu'on souhaite faire dans un domaine donné. Ça peut être votre travail ou la vie personnelle, ou vous pourriez toujours choisir de tout mêler. Puis ça aide à faire le suivi de ce qu'on fait, donc ce qu'on n'a pas fait, puis de le rapporter d'un jour, d'une semaine ou d'un mois à l'autre afin de ne pas en échapper. Le système complet, vous pouvez payer. Là, il y a un livre qu'on peut acheter pour l'expliquer, mais à la base, le système, les informations sont disponibles gratuitement sur le site web que j'ai mis là. Il y a des gens qui font de super beaux bullet journals, graphisme, dessin, qualité des couleurs, des marqueurs de couleurs. Il y a des gens qui ont vraiment, vraiment une passion pour ce genre de choses-là. Moi, j'ai pris un petit cahier à 2$ de chez Dollarama, puis je garde ça simple. Dans mon bullet journal, d'ailleurs, à chaque jour, je mets le fait saillant de la journée. Puis, moi, je trouve que ça me sert bien pour me souvenir de mes petites victoires personnelles. Là, je le tiens depuis, je pense, 2018, ce système-là. Donc, je peux retourner, mettons, en avril 2019, voir c'était quoi mes faits saillants du mois d'avril. Puis, je me souviens de plein de choses que j'ai faites que j'aurais perdu de vue sinon. Puis, ça me rappelle que j'en fais plus que je pense, dans le fond. Sinon, c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à oublier. Vous aurez peut-être ce problème. Moi, j'ai toujours l'impression de ne jamais assez en faire. Mais c'est simplement parce que j'oublie tout le stuff que je fais et qui passe un petit peu trop vite pour que je m'en souvienne. Alors, le moment de réflexion, là, je ne peux trop souligner son importance pour le bien-être psychologique, en fait. Le calendrier Google, le fameux calendrier Google. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce, vous pouvez créer de nouveaux calendriers et les superposer. Donc, ici, on voit un calendrier avec des choses bleues, c'est mes rendez-vous personnels. Les rouges, c'est pour la job. Les mauves, c'est partagé avec mon fils. Et en bleu-vert, il y avait les matchs des Canadiens de Montréal parce que ça m'intéresse. Pour organiser mes tâches, je suis tombé sur Trello. Puis, j'en parlais en 2020, je reviens, je vais juste, avant de tomber dans Trello, porter votre attention que dans la suite Microsoft, il y a Microsoft Planner qui fait exactement la même chose. Et donc, si on veut garder nos trucs confidentiels, je sais que j'ai des collègues là, qui travaillent au CIUS, donc si on veut garder nos notes, nos notes manuscrites, nos trucs perso, certains documents là, dans l'écosystème du CIUS aux fins de confidentialité, le Microsoft Planner sera un meilleur outil que Trello. Trello, c'est dans le nuage, c'est associé à Google, puis en fait, c'est pas aussi sécurisé que le stock de notre CIUS. Cela dit, pour certaines choses, vous verrez, le principe est le même. Dans Trello ou sur Planner, on crée ce qu'on appelle des tuiles. Donc, une tuile, là ici, en fait, il y a des colonnes et dans chaque colonne, on peut créer différentes tuiles et on peut ouvrir une tuile pour y déposer des documents, prendre des notes, faire une liste de choses à faire, une to-do pour cette tuile-là. Et donc, personnellement, dans mon travail de coordination de recherche, j'ai créé des tuiles pour un peu tous mes mandats. Donc, quand il y a un projet de recherche que j'accompagne, j'ai une tuile pour ce projet de recherche-là et qui me permet de prendre des notes. Donc, si vous êtes étudiant, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai probablement pris des notes sur notre échange dans ma tuile, de manière à ce que la prochaine fois qu'on se parle dans 4 mois, je vais y retourner, je vais retrouver ce que j'ai mis. Puis ça va me revenir là, ce qu'on s'est dit, puis je vais être capable d'assurer mon suivi. Donc là, ça fait quelques années, ça fait comme 4-5 ans que je roule ce Trello-là. Il est donc extrêmement fourni. Il y a plein de tuiles. Quand un projet est fini, on peut l'archiver. Mais c'est une façon de garder trace d'un peu, quand on court après plusieurs projets ou de nombreuses tâches à la fois, c'est un moyen que j'ai trouvé vraiment approprié et optimal pour ne rien échapper. À l'intérieur de ce Trello, parce que là, il faut quand même prioriser les tâches, je me suis fait une tuile qui dit « à l'agenda aujourd'hui » où j'organise, moi, ma to-do. On vient à Trello 3. Là où j'ai mis des niveaux d'urgence, puis je me suis mis un petit système de priorisation qui fonctionne pour mon cerveau à moi, que vous ne devriez pas adopter, vous devriez développer le vôtre, et qui me permet d'un jour à l'autre de m'y retrouver puis de balancer des priorités. Bon, ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, je l'enlève. Ce que je n'ai pas réussi à faire, je vais le balancer demain, je vais le coter urgent, puis demain, je reviens, puis c'est comme ça que j'en échappe pas trop aux
fil des jours. Ça, je l'ai fait à l'intérieur d'une seule tuile qui, si vous revenez ici, ça s'appelle « Liste des suivis pour aujourd'hui ». C'est la première en haut à gauche. J'ai juste changé son nom à l'agenda aujourd'hui. Tel qu'indiqué, MS Planner permet de faire la même chose avec un visuel légèrement différent. Ensuite, boîte de réception. Ça, vous voyez la boîte de réception de ma boîte de courriel de la job. Un truc et astuce, ou une astuce que j'ai développée avec le temps, c'est de dire, moi, ça me permet d'arriver à inbox zero. Je suis souvent proche du 0 courriel dans ma boîte de réception. J'en reçois une vingtaine par jour à peu près. Ça dépend, les petites journées, c'est 10-15, les grosses journées, c'est 30. La stratégie que j'ai développée avec le temps, c'est de dire, comment savoir si j'ai traité un courriel? Comment libérer mon esprit de cette charge mentale? C'est-à-dire, quand un courriel, je lui ai donné le suivi approprié, je vais le classer. Et donc, la destination ultime des courriels, c'est un répertoire que j'ai créé qui s'appelle « effacer 12 mois ». En fait, ce n'est pas 12 mois, je garde mes courriels 2 ans. Puis après 2 ans, je m'en vais faire les vendredis après-midi où j'ai plus de jus, là, je m'en vais effacer des dizaines de courriels qui sont obsolètes, que je n'ai plus besoin de conserver dans le nuage. Avec un léger filtre pour les choses qui pourraient être très importantes, mais il y en a fort peu. Le fait de traiter un courriel, de le mettre dans la boîte, à effacer, fait que quand je rentre le matin et que j'ai 15 courriels, ben, je peux les traiter. Puis rendu à midi, ben, ma boîte est à peu près vide, où il y a juste les derniers courriels qui sont rentrés qui viennent l'habiter. C'est une façon que je trouve particulièrement satisfaisante de faire le travail et de passer à travers les tâches. Comme ça, quand on voit le fond de la boîte de courriel, on sait que, écoute, on a fini les urgences, on peut passer à des tâches qui demandent un petit peu plus d'attention ou des choses qui attendent depuis un petit peu plus longtemps dans la liste de priorités. Si vous avez besoin d'un système pour vous aider à prioriser les choses, il y a un système qui s'appelle GTD, Getting Things Done, avec des instructions très rudimentaires, mais qui sont disponibles en ligne, puis qui impliquent de faire, bon, il faut développer un système pour un peu tout capter les choses qu'il y a à faire, en lien avec notre mandat. Clarifier c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que j'ai à faire au juste. Ensuite, organiser les choses par priorité ou par catégorie. Réfléchir aux priorités. Puis, l'étape incontournable du Getting Things Done, c'est de le faire. Si vous avez besoin d'un système pour organiser vos tâches ou d'un système pour structurer votre réflexion autour des outils, en complément à ce que je suis en train de vous dire, c'est un bon outil de référence auquel vous rapportez de temps en temps. Là, je vous parlais des applis tantôt. Voici une saisie d'écran de l'appli Habitbull, dont je me suis servi pour faire... ah oui, dans le temps, ça remonte à 2 ans. Je voulais méditer chaque jour, ou aussi souvent que possible. Vous voyez, en rouge, j'avais quand même une pas pire routine de méditation. Je voulais rédiger certains jours, je voulais faire des mobility exercise, je pense que c'était de l'activité, je pense que c'était du conditionnement physique. Donc, clairement, j'avais eu une bonne semaine. Et puis, bon, bref, ça fait des belles petites lignes colorées, vous pouvez voir votre corps, puis c'est une façon de... En anglais, on dit to gamify your life. Tu peux donner une petite récompense si tu réussis à faire un streak, là, une séquence de 20 jours de succès. Dans l'idée que ça prend... Quelqu'un a dit quelque part que ça prend 21 jours pour bâtir une habitude. Nos amis ergo pourront nous dire si c'est exact. Je pense que c'est tendancieux et que ça prend plus de temps que ça, bâtir une vraie habitude, mais 21 jours de succès, c'est sans doute un bon départ. Appli de suivi de l'humeur. Comme je vous disais, là, les émotions sont un petit peu partout là, sur la carte. Je vous encourage à utiliser une appli comme... Là, celle-là, c'est Mood Tracker, mais je vous ai mis un hyperlien vers une série. Là, il y a vraiment toute une collection d'applications pour suivre l'humeur. Je vous encourage à vous en servir simplement pour faire le suivi de votre niveau d'énergie au cours d'une journée. Vous pourriez le faire pendant une semaine ou 2, puis voir, êtes-vous matinal, après-midi, noctambule, y a-t-il des push quoi? Si vous n'êtes pas certain ou si vous avez peut-être évolué depuis 5 ans puis que vous n'êtes plus tout à fait la même personne ou que votre attention ne fonctionne plus pareil, c'est un bon exercice. Si vous avez besoin de la police, si vous êtes facile à distraire lorsque vous êtes en ligne, par les médias sociaux, les sites de nouvelles,
Instagram, Pinterest et autres. Il y a des outils. Je l'ai personnellement déjà utilisé. Rescue Time, c'est une application qu'on peut installer sur son PC, son Mac, sur son appareil mobile et sur tous les appareils, sur tablette, sur tous les appareils qu'on utilise. Et ça va calculer le temps, la proportion du temps qu'on passe dans nos différentes applications et donc nous donner un score de productivité. Vous voyez, ce jour-là, j'avais passé 7h49 en ligne entre mes différents appareils. J'avais passé le tiers de ce temps-là, 33%, en rédaction. Probablement que mon MS Word était ouvert et que j'étais dedans. J'avais passé 21% dans Communication and Scheduling, donc dans courriel et calendrier. J'avais passé 15% de mon temps sur les réseaux sociaux ce jour-là, qui n'était pas du temps productif. Et puis, j'avais passé un 6% là, sur sans doute des reference and learning. Je ne sais pas, j'ai dû peut-être aller chercher des articles ou être dans des bases de données ou sur un site de bibliothèque quelque part. Et voilà. Puis, quand je vous disais tantôt, là, si vous y arrivez à tenir de bonnes habitudes d'hygiène de vie, 60 à 66% du temps, c'est de là que le chiffre vient. Parce que mes bonnes journées, j'étais à 70. Puis les mauvaises journées, j'étais à 45 parce qu'il y a des jours où mon attention, c'est de la chenoute. Puis, on n'y arrive juste pas. Moyenne 60%, là, c'est vraiment champion. Mais c'est ça, Rescue Time, vous l'installez. Il y a une version payante. Je pense que c'est à peu près 70-80 $ US, donc une centaine de dollars pour une année. Ça va faire vraiment le tracking. Ça va monitorer tout ce que vous allez faire sur tous vos appareils mobiles. Et donc, ça vous offre une rétroaction. Vous pouvez voir où va votre attention. Au besoin, je pense qu'un Rescue Time, il peut bloquer des sites. Si vous ne voulez plus aller sur Facebook pendant les heures régulières, ben, vous pouvez mettre un bloc, un mot de passe qui complique considérablement la tâche d'aller sur Facebook et crée tellement de friction qu'on n'y va plus. Rescue Time, bon, c'est payant. Si vous voulez une version gratuite, il y a un autre site, une autre application qui s'appelle Get Cold Turkey. Ça, vous l'installez sur votre PC, puis tout d'un coup, là, vous n'irez plus sur Instagram entre 9h et 17h. Et ça va soit le bloquer complètement ou vous mettre un mot de passe ou une série d'épreuves tellement compliquées que ça crée énormément de friction. Il y a une version gratuite et payante de Get Cold Turkey si votre enjeu, c'est simplement ne pas aller sur les médias sociaux ou sur différents sites. Bonus! J'avais dit que je revenais avec les messages clés de la présentation. Mon Dieu, j'ai tout fait tout ça, moi. J'ai tout dit de mémoire. Principe. Voyons. Je suis perdu dans ma propre présentation sur l'organisation. C'est pas champion. Hein? J'ai trop improvisé. Quand tu travailles, fin de la journée, décrochage tactique. Ah oui, OK, bon. 4e partie de bonus, principe maison de gestion du temps et de l'attention. Ben, vous avez eu le temps de le lire. La routine est votre ami. Donc, si vous travaillez de la maison, ça, c'est des trucs de travailleurs autonomes. C'était avant la pandémie, avant que le télétravail et les études à distance soient à la mode, voire obligatoires, voire imposées, puis que vous n'avez pas le choix, même si vous êtes fatigué. Pour travailler efficacement de la maison et arriver à faire cette distinction entre le travail et la vie personnelle, j'ai personnellement trouvé que, la routine est notre ami. Créer des routines et des habitudes, c'est quelque chose qui aide beaucoup à faire cette rupture-là entre les différentes activités. Moi, personnellement, longtemps, je méditais 10 minutes le matin en me levant. Je mange la même chose chaque matin parce que je ne suis pas réveillé et je n'ai pas le goût d'y penser. Je prends un café, je mets de la musique parce que c'est important pour moi, puis je commence à travailler à la même heure chaque jour. Donc, au fil de quelques semaines, ça se peut que ça prenne 21 jours, puis l'habitude est bâtie. Pensez souvent à ce que vous faites, puis à ce qui est important. C'est vraiment là, je pratique ce que je prêche. Je suis quotidiennement dans ma liste de choses à faire. Puis avant de quitter le soir, je regarde ce que j'ai à faire le lendemain. Puis je fais sensiblement la même chose dans ma liste personnelle de choses, parce que là, je n'y touche pas chaque jour, mais chaque semaine, assurément, je regarde qu'est-ce que je veux faire dans la prochaine semaine en fonction des contraintes du moment. Planifier des objectifs la veille, là, je viens de le dire, mais pas 30 objectifs, entre 1 et 3, et si possible, 1. Ça aide à aller chercher des succès. Ça fait qu'on est moins frustré, déçu et irrité de soi-même. Plus on a de succès, plus on sera satisfait de notre vie.
en fait, mais de notre vie quotidienne. Je recommande de faire le plus difficile en premier. Quand c'est gros, puis que c'est lourd, puis qu'on ne sait pas par où commencer, c'est une bonne approche que de le diviser en tâches plus petites, d'aller chercher des petites victoires, d'aller chercher autant de victoires que possible. Ça aide avec le bien-être psychologique et la santé mentale en général et la qualité de vie au quotidien. Je vous encourage à utiliser ces stratégies pour séparer le travail du reste de la vie et identifier ce qui nous repose vraiment. Peut-être que sortir, prendre un pot avec les copains, ça relaxe. Peut-être pas parce qu'on dort moins bien après avoir bu de l'alcool, puis que ce n'est pas la solution du siècle quand on est très fatigué. Peut-être que l'activité physique est une meilleure réponse. Peut-être que voir des amis est une bonne réponse. Peut-être que ne pas voir des amis et lire un livre est une bonne réponse. Donc, identifiez ce qui vous repose vraiment et souvenez-vous que le travail fait partie de la vie et pas l'inverse. Parce qu'il y a 8 rôles de vie ou en tout cas au moins une demi-douzaine de rôles de vie dans lesquels vous êtes investis. Voilà. Ressources additionnelles. Je vous ai mis la technique Pomodoro. Vous l'avez sans doute déjà croisé quelque part. C'est cette technique qui suppose qu'on travaille par segment de 25 minutes et qu'on se repose à toutes les demi-heures. Si ça vous fait go. Il y avait un bon blog sur la productivité qui s'appelait Fixed Schedule Productivity. Puis j'ai remis l'hyperlien vers l'intro au système Getting Things Done. Je vous ai mis 2 références. Il y en a un qui s'appelle Indistractable, How to Control Your Attention and Choose Your Life, qui est un bon livre sur, en tout cas, si vous avez besoin de motivation additionnelle pour reprendre le contrôle de votre attention, délaisser les appareils mobiles et les applications qui sont chronophages et qui ne nous donnent pas tant en retour de l'attention qu'on y met. C'est une lecture recommandée. Puis le dernier, là, il est un petit peu perdu dans le bleu foncé, là, mais le contraire de ce livre-là, le contraire de tous les systèmes de gestion du temps, et mon livre préféré de cette année s'appelle 4000 Weeks, Time Management for Mortals. Je vais vous inviter à aller le consulter la fiche ou le résumé. L'auteur est vraiment très drôle. C'est très bien écrit. C'est paru à l'automne passé. Puis ça remet en question ce désir que nous avons de maîtriser notre temps. Puis ça le remet dans un contexte existentiel du sens de ce que nous faisons et de ce que nous pouvons espérer faire, non seulement avec notre temps, mais avec notre vie et notre existence. Si vous avez des inclinations plus philosophiques, c'est un excellent livre à lire et je répète, c'est très drôle. Ça se lit vraiment très bien. Puis il y a un chapitre, mon chapitre préféré, il s'appelle Insignificance Therapy, parce que nous ne sommes qu'une poussière à l'échelle cosmique et donc il faut de temps en temps se souvenir de cela quand on essaie de gérer un gros paquet de tâches et d'arriver à tout faire. Go! Je pense que j'ai pas mal tout couvert en 1 heure top chrono. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci de votre attention. Il ne me reste qu'à vous rendre la parole parce que maintenant, bon, je vois, j'ai pas vu le chat, là, mais je vois qu'il y a eu comme 41 commentaires, donc il doit y avoir des questions. Et puis, j'aimerais vous retourner la question parce que je suis intéressé à savoir à ce moment-ci pour vous, étudiants et étudiants, quelles sont vos plus grosses difficultés? Et collègues aussi, parce qu'il y a des collègues professionnels parmi vous. Quelles sont vos plus grandes difficultés? Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles ces outils ne permettraient pas de répondre? Ça, je suis très, très curieux de vous entendre. Et puis, comment arrivez-vous à débrancher de votre portable? Si quelqu'un, quelque part, a une recette, je vous ai dit que je n'étais pas un gourou, là, mais j'y arrive pas la fin de semaine. Je suis encore trop sur mon écran. Et peut-être qu'il va falloir que je m'achète une cabane au pied d'une montagne avec pas d'électricité pour y arriver. Là, si vous avez des trucs, je suis preneur. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Je vais prendre le relais pour les questions. Les commentaires que tu as vus, c'est Shirley qui traduisait en fait tes key points en anglais. Puis là, pour commencer, il y a Maude qui lève la main. Donc, je te donne la parole, Maude. Tu peux poser ta question à l'oral. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'était vraiment super intéressant. Plein de choses à se remémorer ou à apprendre. Fait que c'était vraiment apprécié. Moi, mon défi actuellement, je suis une ancienne étudiante du CREER, fait que j'ai plus l'aspect études qui vient me désorganiser, mais je suis travailleur autonome, puis j'ai 8 employeurs différents. Puis mon enjeu,
c'est que tout le monde utilise son propre Outlook et les Outlook ne sont pas poreux entre eux. Fait que si j'ai mon Teams ouvert d'une de mes jobs, ben, il faut que j'ouvre un autre Teams sur un autre browser pour être capable de... Bon. Fait que mon enjeu, c'est ce manque de porosité entre Microsoft. Puis j'ai essayé plein d'outils pour moi, pas perdre le cap là, entre mes tâches. Puis mon enjeu, c'est que j'ai de la misère à le rendre pérenne. Fait que, si ce n'est pas quelque chose que j'ouvre automatiquement le matin, rapidement, ça vient désuet. J'ai un Trello, mais le Trello, j'y pense une fois par 2 semaines à l'ouvrir. Fait qu'il n'y a aucun intérêt parce qu'il a manqué le 3/4 de mes tâches. J'ai des listes que je tiens sur l'ordinateur, mais j'oublie aussi de le mettre à jour. Fait que ce qui finit par être à jour, c'est souvent des petits papiers à côté de mon ordi qui sont vraiment top clean à jour, mais on dirait que je n'arrive pas à trouver une façon de l'intégrer dans aucun outil de façon automatique et régulière. Fait que je ne sais pas si vous avez un truc magique pour changer ma vie, mais sinon, mon enjeu se situait là. Peux-tu répondre? J'ai le goût. Je suis intéressée. Vas-y, fonce. C'est que pour les petits papiers, je n'ai pas de solution miracle autre que la discipline. Moi, ce qui m'a discipliné à utiliser Trello, c'est le fait que dans Trello, il y a un search feature. Tu peux chercher tes tuiles. Même le stock que j'ai archivé. OK? Si je veux retourner, là, je ne sais pas, une équipe me revient et dire « Hey, te souviens-tu le projet qu'on a bouclé il y a 2 ans qui est fermé? » Je peux faire une recherche avec le numéro CRIR de ce projet. Puis je vais le retrouver. Donc, ça m'a motivé à mettre mes notes, non pas sur des petits bouts de papier, mais vraiment dans le même système afin de pouvoir retourner y chercher. Ça serait mon petit commentaire sur les papiers. Pour le calendrier, je n'ai pas de solution miracle. Moi, j'ai eu le défi à un moment donné de devoir concilier des calendriers avec notre calendrier Outlook du CIUS, avec des gens de l'externe. Puis la meilleure solution que j'ai trouvée, mais elle est imparfaite pour toi, c'est que j'ai réussi à connecter le calendrier Outlook du CIUS à mon compte Gmail personnel, donc à tous mes calendriers Gmail. Puis, mais sur Gmail, je pouvais partager des calendriers avec, par exemple, les étudiants qui ne sont pas dans le CIUS. Okay. Puis Gmail devenait mon espèce de hub de calendrier pour un peu tout le monde. Puis là, je serais bien mal pris. Là, il faudrait revoir. Mais les deux se parlent bien. Fait que quand je suis dans Outlook, je peux mettre des entrées d'agenda qui vont apparaître sur Gmail. Ces choses-là peuvent se parler. Je ne sais pas si Gmail pourrait être un hub pour tes différents Outlook. OK, merci. Je vais explorer. Quelqu'un a une meilleure idée, non? Ben, si je peux peut-être juste jumper sur ton commentaire, Maud, de liste. C'est sûr que les courriels, ça va être problématique parce qu'en effet, moi, j'avais déjà cherché, puis il n'existe pas vraiment même d'application qui te permet comme de centraliser tout. Par contre, c'est vrai que pour les listes, Trello, c'est un outil, mais il y a aussi, je ne sais pas si tu connais, OneNote de la suite Office. C'est un peu le même principe. En fait, ce qui est intéressant avec ce type d'outil-là, c'est que tu pourrais faire comme un onglet par employeur, puis au sein de chaque onglet, peut-être si tu as des sous-projets, un onglet par projet, et ensuite ta to-do list, ce qui fait que tu aurais un outil qui regroupe tous tes employeurs, tous tes projets, toutes tes to-do, puis tu ouvres le dossier en question quand on a besoin. C'est un peu la même idée de hiérarchie que Trello. Ça fonctionne avec Outlook, donc dépendamment si tu en as un à ton nom que tu veux utiliser comme centrale. Mais au moins, ça pourrait répondre à la deuxième partie de centralisation des listes de tâches. Parce que les courriels, c'est sûr que c'est problématique. Moi, ce que j'utilise quand j'ai plusieurs courriels, c'est que je suis sur un Mac. Donc, il y a l'application Mail qui fait qu'elles sont toutes dedans. Puis, j'ai mon Gmail personnel, Outlook universitaire. Je travaille pour un employeur, j'ai ça dedans aussi. Donc, j'ai mes boîtes aussi, mais ça reste imparfait quand même. Oui, puis ça vient avec un défaut. J'avais essayé ça comme stratégie, mais je me faisais trop déranger par mes courriels personnels pendant que je travaillais. Puis souvent, c'est du spam, là, recevoir qu'il y a une vente à braderie pendant que je travaille, ça me sort de ma tâche, puis c'était inutile. Fait que c'était d'arriver à désactiver le son de certains... Fait que mais oui, si jamais... Si tu as un Mac, en tout cas, sur l'application Mail, tu peux désactiver une boîte mail temporairement. Okay. Donc, elle est quand même dans ta liste,
mais dans les préférences, tu vas juste décocher en fait l'activation. Donc, il n'y a rien qui rentre, elle ne se met pas à jour. Puis à la fin de la journée, puis tu peux... Moi, tu vois, mon enjeu avec ça, c'est que justement, comme j'ai un seul et même ordinateur, ça m'énervait que quand j'ouvrais mon application mail, si je veux juste consulter mes mails perso, ben, il y a les autres qui rentrent. Donc, je me connectais sur le côté sur Gmail pour mon adresse perso, mais au moins, ça me permettait de tout centraliser à cet endroit-là. Puis, je vois dans les commentaires, il y a Shirley qui propose ici OneNote, que Gmail, ça pourrait être en effet une solution pour merger les calendriers. Et il y a Tiffany qui partage la plateforme Notion, ou Notion, je ne sais pas si c'est en anglais ou en français, mais apparemment que c'est un outil gratuit très populaire pour justement organiser son travail. Super. Bien, merci à tout le monde. J'espère que ça te donne quelques pistes. Oui, absolument, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Is there other questions? Il n'y a pas de petites questions, donc n'hésitez pas. En attendant que les questions rentrent, Frédéric, si tu me permets, je me suis dit que j'allais peut-être partager certaines notes que je m'étais prises, mais je voulais revenir sur le point de la nutrition, qui est super important parce que moi, j'ai eu le même enjeu que toi. Je ne tenais pas mes journées. J'ai besoin de collation à 10h, à 15h, comme les enfants. Je voulais juste faire un petit heads-up aux étudiants, puis en fait à n'importe qui, qu'on oublie l'importance des collations. Puis j'en ai discuté avec une nutritionniste, puis le fait uniquement d'avoir ajouté des protéines dans chacun de mes plats. Donc, par exemple, de substituer mon bout de chocolat par un petit yaourt au chocolat à 4 heures ou à 3 heures, ça m'a vraiment permis de plus avoir mal à la tête au soir, tous les soirs, bien dormir, puis aussi travailler jusque 16 heures, mais au moins de tenir le cap. Il y a Cathy qui veut poser une question. Je te laisse la parole. Bonjour, merci Frédéric pour la présentation. Salut Cathy. Salut, très pertinent tout ça. Je me rends compte finalement que ma vie est plutôt simple, fait que je n'aurais pas besoin de plein d'autres idées. Simplifier sa vie, ça fait qu'on a moins besoin d'agenda et de listes. Mais bref, j'ai pris quand même pas mal de notes. Puis moi, je remarque finalement, un des points que j'ai à travailler, c'est de planifier mieux la nourriture dans mes journées. Je me ramasse à avoir des trucs déjà prêts d'avance parce que je ne réserve pas assez de temps pour en faire moi-même. Bref, mais une loi qui, moi, m'a beaucoup aidée dans la vie, sûrement que vous la connaissez, mais je voulais la ramener, c'est le principe de Pareto, qui est la loi du 80-20. Fait que, comme quoi, dans une journée, probablement que 80% de ce que je vais faire va m'avoir pris 20% de mon énergie, mais le dernier 20% risque de me prendre 80% de mon énergie. Fait que c'est de prioriser aussi, d'arrêter le perfectionnisme, dans le fond, d'apprendre à se dire, ben là, j'ai 80% de la tâche qui est réalisée, puis c'est d'avoir un peu le good enough qui est sans botcher, là, évidemment, et d'être capable d'arriver à se dire, OK, je pense que là, je peux passer à autre chose parce que si je cherche à aller chercher le dernier 20%, je risque d'y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie qui peut me servir de façon beaucoup plus judicieuse ailleurs. Merci, Cathy. Tu as tellement raison. Ça me donne l'occasion pour faire du pouce là-dessus, Cathy. Je pensais, en fait, quelqu'un m'a fait remarquer dire l'importance de ne pas se comparer aussi. Ouais. Ouais. Ton 80% n'est pas nécessairement celui de ta voisine. De se comparer à soi. C'est cette ligne-là que tu veux tenir parce que, ouais, c'est ça. Puis la notion aussi, tu disais la nourriture, là, les repas, c'est aussi l'horaire. Si je donne encore un exemple avec moi-même, je me suis rendu compte que oui, j'avais besoin de collation pour tenir ma journée puis pas avoir un mal de tête à 15 heures, mais je me rendais compte aussi que la collation, peut-être pour moi, c'était à 15 heures au lieu de 16 heures et pas 17 heures. Enfin, en tout cas, d'avoir plus ou moins un horaire fixe de nourriture, quel que soit ce qu'on mange, pour en fait alimenter notre machine, nous donner un peu l'essence dont on a besoin pour tenir jusqu'au bout de la journée. C'est des mini détails, mais moi, c'est des adaptations que j'ai faites cette année qui ont eu un gros changement parce que je suis très sujette aux migraines, ce qui fait que si je me nourrissais pas bien ou pas assez et que je buvais pas d'eau, c'était sûr qu'il y en a une qui allait arriver. Donc, si vous cherchez des petits cues, des tout petites choses très faciles à changer dans le quotidien, ça peut en faire partie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent même partager aussi des expériences, des astuces, des exemples? C'est pas obligé d'être des questions non plus.
vous pouvez aussi partager peut-être un peu de scepticisme. Hein. C'est possible aussi qu'on ne soit pas toujours convaincu. En tout cas, peut-être pour faire sur du pouce aussi sur ce que vous avez mentionné, Cathy et Frédéric, l'aspect du perfectionnisme, je crois que c'est un des plus gros enjeux parce que oui, on parle de comment d'avoir des objectifs, des attentes, etc. Mais c'est en effet important de souligner les accomplissements. Puis ça, moi, je parle en tant qu'étudiante au doctorat. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont se reconnaître, mais le fait que dès qu'on a un accomplissement, on ne prend pas le temps de le célébrer, puis on pense à la suite. Ah, super, j'ai une bourse. Ah, il faut que je postule à telle affaire. Il faut que je fasse telle affaire. Il faut que je fasse telle affaire. Donc, prendre le temps de s'arrêter, puis célébrer un peu ce qu'on a eu, puis s'en réjouir aussi et ne pas se qualifier que par le travail, parce que ça, c'est un gros biais des étudiants au cycle supérieur et même après, c'est qu'on a tendance, comme tu disais, le travail, c'est pas toute notre vie, c'est une partie de notre vie. Puis on oublie parfois de ne pas se focaliser que là-dessus. Il y a Élise qui voudrait interagir. Oui, en fait, moi, ce que je trouve difficile, c'est je suis comme à la recherche d'un outil pour m'aider dans ma gestion. Oui, ton micro. Là, par contre, on ne t'entend plus. Peut-être que tu as décroché un fil ou quelque chose. OK. Je pense que je l'ai là. Là, vous m'entendez? Oui. OK, excusez. Bon. En fait, ce que je trouve difficile, c'est de trouver cet outil-là pour m'aider dans mon organisation de mon temps et de mon travail. Tu sais, il y a toutes sortes d'applications, Trello. J'essaye d'en trouver un, mais il me manque la motivation pour apprendre à l'utiliser. Donc là, pour l'instant, je suis encore en format mon cahier spirale avec mes listes organisées selon les différentes sphères de ma vie, là, puis mes différents projets. Mais je me demande si je suis aussi bien de continuer ou ça vaut la peine d'investir du temps, de l'énergie pour apprendre une nouvelle plateforme de gestion là, de son temps. Quelle bonne question. Ma réponse serait qu'il faut que ça réponde à un besoin. Tu sais, si ton système actuel fait le boulot, pourquoi changer? Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Fait que ça, tu le saurais. Sinon, à un moment donné, moi, quand j'ai basculé vers Trello ou que j'ai réorganisé ma façon d'utiliser le Trello, j'avais pris du temps, je pense que c'était soit à la fin de l'été, un moment vraiment tranquille dans mon métier ou dans le temps des fêtes, quelque part par là. Là, j'avais pris l'avant-midi pour faire ça. Il faut le bloquer pour le faire. Après ça, les outils sont conçus de façon relativement intuitive, là. Mais pour que ça matche avec l'organisation de ton cerveau, tu sais, comme notre façon d'organiser nos tâches, là, les choses ne sont pas nécessairement placées pour toi, comme pour moi, comme pour les voisins. Ouais. Moi, j'ai trouvé une demi-journée, puis après ça, à l'usage, ça fonctionnait. Tu prends un moment tranquille. Mais s'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de point. C'est ça, parce qu'il existe comme des outils plus sophistiqués, comme ClickUp, que là, c'est quasiment des outils de gestion d'équipe, là. Là, je me dis, est-ce que j'ai vraiment... c'est ça, c'est de trouver comme, bon, j'ai-tu vraiment besoin d'aller dans ces outils-là ultra sophistiqués, tu sais, puis qu'après ça, il faut que tu t'apprennes à les utiliser, etc. Ou pire, que tu migres l'information vers une autre plateforme parce que ton employeur ne le soutient plus, non? Oui, c'est ça. Fait qu'on dirait que le bon vieux papier, là, avec mes listes, là, je pense que une valeur Frédéric, sûre. est-ce que tu me permets de jumper dans cette réponse-là aussi? Bon, comme vous voyez, moi, j'adore parler. Alors, j'en profite de mon petit statut de représentante étudiante au CRIF pour participer à l'animation. Mais Élise, en fait, je participe parce que j'ai exactement les mêmes enjeux que toi. Moi, je suis une pro-papier 100%. J'ai fait l'atelier de Frédéric l'année passée. Il avait présenté plein d'outils. Puis, comme dit Frédéric, pour moi, ça doit vraiment répondre à un besoin. Si tu es satisfaite puis pas débordée avec ton système, il ne faut vraiment pas le changer parce que ça va t'octroyer plus de stress et d'anxiété de changer et de travail, de charge mentale, de t'adapter que de prendre ton système qui fonctionne.
Puis moi, ma motivation à prendre cette décision de ne pas changer, ça a été d'aller voir sur YouTube parce qu'il y a des vidéos de présentation des outils. Au-delà de lire un article, si on est fatigué, chargement sur Internet, ça ne nous tente pas. Une vidéo qui parle et qui dure 2 minutes de présentation marketing, pour moi, ça a été la révélation. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que ça ne répondait pas 100% à mes besoins ou que je préférais mes outils actuels. D'autant plus que je subissais déjà la charge, un peu comme Maud l'avait dit, que chaque domaine a son propre outil. Genre, une fois, c'est Trello, une fois c'est ceci, une fois c'est cela. Donc, j'ai décidé que moi, mon outil, ça resterait mon agenda papier avec mes petites to-do list et que pour le besoin des autres emplois, ben là, je prendrai leurs outils. Donc, je crois que tu dois te poser 5 minutes puis te questionner est-ce que c'est pertinent de changer et sinon, ben, pas le faire en fait, tout simplement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer? Ah, oui, Cathy? En fait, j'aurais un conseil à demander. Moi, une de mes grosses bêtes noires, c'est d'avoir trop facilement accès. Bon, mon téléphone, c'est mon ami puis mon ami en même temps. C'est trop, là. Puis, j'aimerais ça pouvoir... Est-ce que ça se peut, maintenant, bloquer les médias sociaux comme de 8h30 à 4h30, quelque chose comme ça? Puis qu'après, parce que sinon, moi, je suis zéro disciplinée, là, Facebook, je peux y aller 6 fois par jour, puis c'est complètement pas productif. Puis je me dis tout le temps, c'est un petit break, mais c'est pas bon. T'sais, je voudrais comme pas y avoir accès pendant les heures de travail. Oui, je souffre aussi. J'ai la même affaire. J'ai pas eu le courage de le faire. Je pense que, écoute, il y a une appli pour ça. Je ne les ai pas cherchés spécifiquement pour le mobile, mais c'est sûr que ça existe. Il y a les 2 références. Là. Il y a comment ça s'appelle? Rescue Time. Je suis sûr qu'il le fait pour le mobile. L'autre, c'est Get Cold Turkey. Ça doit exister pour le mobile. Est-ce que quelqu'un d'autre a une meilleure idée? Moi aussi, j'avais une question dans le même sens qui était comme comment arrivez-vous à décrocher? Est-ce que quelqu'un ici, dans cette pièce, est capable? Mais, moi. Si jamais ça vous intéresse, il y a une application qui s'appelle Forest. Puis je sais que nous, en Neuropsy, on la conseille à nos étudiants qui viennent se faire évaluer en neuropsychologie. Et on l'utilise nous-mêmes, en fait. C'est des applications de concentration, justement, sur ton téléphone et sur l'ordi. Je pense que ça existe sur les 2 modalités. Puis ça te permet un peu, comme les outils que Frédéric a décrits, de filtrer les applications qui sont inactives en termes de notifications, etc. Et le principe, c'est qu'en fait, plus tu es concentré, moins tu vas aller consulter, tu fais pousser un arbre. Puis à chaque fois que tu utilises, tu as un arbre qui pousse dans ta forêt. Et si tu déroges à la règle, ben, ton arbre, il meurt. Donc, c'est un peu ludique aussi. Sinon, moi, ma technique, ça a été de désinstaller Facebook sur mon téléphone, tout simplement. Parce que j'utilise beaucoup mon ordinateur pour travailler, puis pour tout. Mon téléphone, j'ai juste Messenger dessus. J'ai aussi Messenger sur mon ordinateur qui est un autre problème, mais reste que j'ai décidé en fait d'épurer mon téléphone. Je n'ai pas mes courriels sur mon téléphone. Je n'ai pas Facebook sur mon téléphone parce que c'était aussi une source de stress au-delà d'une source de déconcentration. Emmanuel, tu veux participer? Oui, bien Frédéric, je vois qu'il demandait c'est quoi le nom de l'application. Ah, c'est Forest, c'est ça. Forest. Sinon, c'était justement, c'est drôle parce que ce matin, j'ai vu sur mon cellulaire que dans le mode concentration, il y a, parce que moi, j'avais mon mode sommeil, là, où ce que j'enlevais, je me mettais en mode sommeil, donc il n'y a plus rien qui rentre. Mais là, il y a une option sur iPhone là, que j'ai vue récemment, une option travail, une option personnelle. Fait que là, moi, mes courriels, ils rentrent sur mon cell. Puis là, je me suis dit, je suis tannée. J'ai mon temps personnel de telle heure à telle heure. Fait que là, je l'ai programmé. Puis, j'étais rendue à programmer pour le travail. Donc, de voir quelle notification je permets, tu peux même identifier les personnes que tu permets de bypasser là, cette fonctionnalité-là. Fait que je suis en train de m'apprivoiser là, à cette fonctionnalité-là, mais c'est tout facile d'accès parce que quand on regarde notre écran d'accueil ici,
ben, il y a la concentration, puis là, on choisit le mode, puis on peut aller jouer dans les paramètres. J'ai découvert ça ce matin, fait que c'est drôle que c'était une question. Merci. Merci. Il y a une appli pareille sur... je m'excuse, Cathy, elle vient avec Android. Je cherchais le nom, je ne le retrouve pas, mais tu peux programmer ton téléphone Android pour que pendant les heures de travail, soit... Je pense que ce n'est pas Focus Time, c'était quelque chose comme ça. Mais oui, ça reste un enjeu, même pour moi aussi. J'ai tout sur mon ordinateur, puis peut-être petite réflexion. Moi, je commence même à réfléchir à peut-être avoir 2 ordinateurs parce que j'ai un seul et même ordinateur comme étudiante au doctorat, employée autonome, etc. Puis, je me rends compte que c'est vraiment compliqué parce que quand le soir, je veux regarder Netflix, ben, je vois mes dossiers de boulot qui sont là, je vois mon onglet de mail sur lequel j'ai envie de cliquer, même si je sais que je ne dois pas cliquer. Donc, la barrière je me rends compte qu'elle est de plus en plus floue entre les deux. Donc, même si c'est une dépense, j'envisage d'acheter peut-être une tablette perso avec Netflix, les trucs fun, pour peut-être m'aider aussi, comme tu disais, Cathy, à dissocier l'aspect, ben, réseaux sociaux, c'est quand j'ai mon temps libre, quand j'ai un peu plus de fun, et travail, c'est sur l'ordinateur. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose, enjeux, trucs et astuces, questions? Sinon, moi, j'aurais peut-être envie de vous lancer un dernier concept comme ça à l'eau, puis vous le prenez si vous voulez ou pas, mais on a fait un atelier sur la santé mentale il y a 2 mois et je trouve que le sujet que Frédéric amène est super important sur la santé mentale, mais aussi le perfectionnisme et les attentes trop élevées envers soi-même, parce que le pendant négatif de vouloir s'organiser trop, c'est de vouloir trop en faire. Et oui, on va souligner nos accomplissements, mais on va quand même vouloir en faire pareil. Puis c'est Caroline Janel, une des psychologues justement d'ICIUS, qui nous a donné cet atelier-là. Puis elle a beaucoup insisté sur ce qu'on appelle l'autocompassion. Alors, je ne sais pas si c'est un concept que vous connaissez déjà, que vous avez entendu parler ou pas. Je vous conseille de le noter, puis perdez-vous un peu sur Internet. C'est quelque chose de nouveau, il existe de plus en plus de choses. Ça vient un peu avec la vibe yoga, méditation, etc. Mais en gros, l'autocompassion, le principe, c'est de se parler à soi-même comme si c'était notre meilleur ami qui nous parlait. Donc, au lieu de se dire à la fin de la journée « Oh, fuck, je suis nulle, j'ai pas réussi mon 3e objectif de ma liste », de plutôt se dire « Hey, regarde, t'en as réussi 2 sur 3, c'est vraiment incroyable ». Donc, de changer un petit peu notre voix intérieure très, très critique, très négative, très pessimiste. Moi, je la vois toujours un peu comme la mauvaise fée dans les Disney, là, qui nous jette des sorts puis qui nous balance toute sa négativité à la face. Puis, il y a de plus en plus d'études sur ce concept-là qui permettent justement d'améliorer la santé mentale, puis qui nous permet d'être en fait plus conscients, puis plus en contrôle de nos activités, parce que comme on se reconnaît dans ce qu'on fait, on se souligne nos accomplissements, mais on est plus motivé, puis plus productif au lieu de se miner négativement. Donc, je ne vais pas vous donner 1 heure sur l'autocompassion, mais je vous encourage vraiment à aller voir ce concept-là qui va vous aider aussi dans votre organisation, dans votre niveau de perfectionnisme ou en tout cas d'exigence envers vous-même. Cathy? Oui, c'est bien, merci Charlotte, c'est super intéressant. Mais moi, une chose que j'ai captée aussi de Frédéric, puis qui m'aide régulièrement, c'est de regarder le ciel, surtout le soir, puis de voir qu'il y a comme des millions d'étoiles, des millions de il y a des planètes, tout ça, puis que finalement, je suis comme un mini-insecte dans tout cet univers-là, puis mon Dieu, qu'on se prend sérieux, là. Des fois, c'est juste de dire, OK, ben là, c'est pas grave si j'ai pas fait ça, là. Le monde continue à tourner, puis demain il va arriver, puis c'est ça, de relativiser. Ça diminue la pression énormément. Oui, tout à fait. Puis justement, Caroline, la psychologue, a mentionné beaucoup de choses que Frédéric a mentionné aussi aujourd'hui, c'est d'avoir des bonbons d'apaisement. Puis les bonbons d'apaisement, ça va être notamment contempler la beauté qui est autour de nous. De s'arrêter 5 minutes puis regarder le bel arbre qui a poussé avec l'été qui est arrivé, les plantes qu'on a plantées qui fleurissent, etc. Donc la gestion du temps, c'est ça aussi. C'est oui, s'organiser pour être productif et motivé, mais s'octroyer les pauses nécessaires pour tenir le coup puis veiller à une bonne santé mentale. Puis, elle donnait des exemples, je vous les balance parce que je trouve ça intéressant, mais c'est, mettons, vous adorez une odeur spécifique d'une de vos bougies, vous vous sentez un peu stressé, hop, on va prendre 5 minutes pour la sentir, prendre 5 minutes pour se mettre de la crème hydratante sur les mains, prendre un petit bonbon, etc. Comme vraiment plein de micro-actions au quotidien
qui font qu'on s'arrête un instant, on prend soin de nous 5 minutes, puis hop, on continue notre objectif suivant avec nos outils d'organisation, puis on arrive à continuer finalement le train de vie quotidien. Il est 27, on a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des petits mots de la fin, des remerciements, des réflexions? N'hésitez pas. Il y en a qu'on n'a pas entendu. Non. En tout cas, je vous encourage tous à supprimer vos courriels sur votre téléphone si vous pouvez le faire. Je sais que pour les parents, c'est plus compliqué, mais n'hésitez pas. Maud, merci beaucoup. Jeff, je te laisse conclure avec Frédéric. Merci beaucoup, Charlotte. Sais-tu qu'est-ce qui t'a donné à être super payant en temps de pandémie? Moi, j'ai un fils qui a maintenant 14 ans, puis il n'y avait plus d'activité parascolaire dans le temps. Il n'y avait plus de sport, il n'y avait plus rien. Il a appris à cuisiner. Wow. Il fait ma bouffe. T'as gagné au final, c'est bien. Fait que si vous avez des jeunes gens entrepreneurs autour de vous, vous pourrez les mettre à contribution. C'est une activité pédagogique fabuleuse. Puis, c'est bon. Moi, je retiens pour ma fille de 8 ans. Là, je ne sais pas quelle recette elle va me faire. Mais... C'est des toasts. Puis, j'aimerais aussi... Non, vas-y, Frédéric, excuse-moi. Merci pour votre attention. En fait, c'est un plaisir de partager avec vous. Merci pour vos retours et vos reflets et vos préoccupations aussi. J'ai pris quelques notes dont je m'inspirerai pour la prochaine fois s'il y en a une. Merci beaucoup, Frédéric. C'était super intéressant. Je veux aussi remercier Shirley pour avoir fait la traduction vraiment de toutes les... De chaque point dans les diapositives. Là, les 41 messages que tu avais mentionnés, c'était tout Shirley qui avait tapé ça. Donc, vraiment, un grand merci d'avoir fait tout ça. Puis, on a aussi un petit sondage de satisfaction à vous faire parvenir pour que vous puissiez peut-être nous dire certains points que vous aimeriez voir ajouter ou peut-être ce que vous avez vraiment adoré, aimé, tout ça. Donc, je vais le mettre dans le chat. So, for everyone, I'll put the satisfaction survey in the chat. So, if you would like to, do some constructive criticism or tell us what you liked about the workshop, you can always... put it there. So I'll put it in the chat right now and feel free to do it when you want. So there you go. It's sent. Encore une fois, merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Charlotte, aussi, pour participation. Et merci à toutes les personnes qui étaient là, qui ont partagé leurs petits trucs, leur expérience de vie. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'on va tous retirer au moins quelque chose. Au moins, c'est même une chose. On va tous retirer quelque chose de cet atelier. Donc, un grand merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir au petit Mignol. Plaisir. Bye. Au revoir tout le monde.